Je m'appelle Pierre Moreau. J'ai 74 ans et jusqu'à récemment, je me considérais comme un homme heureux. Je suis né dans le petit village de Valençol, en Provence, fils d'un agriculteur qui rêvait que son garçon construirait des maisons plutôt que de labourer les champs. Mon père avait raison. Je suis devenu ingénieur en bâtiment et j'ai travaillé 42 ans pour une entreprise qui construisait des centres commerciaux dans tout le sud de la France. Ma femme s'appelait Marguerite, un prénom aussi délicat et beau qu'elle l'était. Nous nous sommes rencontrés à l'université d'Aix-en-Provence, où elle étudiait les lettres modernes tandis que je suivais mes cours d'ingénierie. Marguerite était de ces femmes capables de transformer une maison ordinaire en véritable foyer. Elle travaillait comme bibliothécaire dans l'école primaire du village, adorait la lecture et savait toujours quel livre offrir à un enfant pour lui donner le goût des mots. Elle avait de longs cheveux châtains qu'elle n'a jamais teints et cette habitude de rajuster ses lunettes quand elle était nerveuse. Nous avons vécu ensemble pendant 49 ans. Durant toutes ces années, nous avons eu une fille, Camille, notre unique enfant, sur qui nous avons reporté tout notre amour et tous nos espoirs. Camille était une petite fille brillante, excellente élève, qui jouait du piano et pratiquait la danse classique. Marguerite l'accompagnait à tous ses cours et activités. Moi, je l'aidais avec les mathématiques et la physique. Nous pensions lui avoir donné tout ce qu'il fallait pour réussir sa vie. Après ses études, Camille s'installa à Lyon, décrocha un emploi dans une agence de publicité, appelait chaque semaine et venait passer les fêtes à la maison. Nous étions fiers de sa carrière, ravis quand elle nous parlait de ses nouveaux projets et de ses succès professionnels. À 34 ans, elle épousa Théophile Dubois, un homme de 8 ans son aîné qui travaillait comme conseiller financier. Le mariage fut somptueux. Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour cette cérémonie, mais nous étions heureux de voir notre fille se marier. Les 5 dernières années de notre existence ont tout changé. Au début, c'était subtil. Camille appelait moins souvent, trouvait des excuses pour ne pas venir à Noël ou à Pâques. Théophile était toujours présent quand elle téléphonait, et je sentais qu'elle pesait ses mots comme si quelqu'un l'écoutait. Marguerite s'inquiétait et tentait de découvrir ce qui n'allait pas, mais notre fille nous assurait que tout allait bien, qu'elle avait simplement beaucoup de travail. Puis Marguerite reçut le diagnostic, cancer du pancréas. Le médecin nous annonça la nouvelle comme un verdict. Il ne restait qu'un an, peut-être moins. Nous n'avons rien caché à Camille, nous lui avons dit immédiatement. Elle est venue, a pleuré, a promis de nous rendre visite plus souvent. Mais ses promesses sont restées des mots. Pendant les 9 mois de maladie de Marguerite, notre fille n'est venue que 2 fois. Une fois pour l'anniversaire de sa mère, et une autre quand son état s'est brutalement aggravé au début du printemps. Je me suis occupé de ma femme tout seul. J'ai appris à cuisiner ses plats préférés, même si elle ne mangeait presque plus rien. Je lui faisais la lecture des livres qu'elle avait aimés dans sa jeunesse. Nous passions souvent des heures sur la terrasse, main dans la main, à évoquer nos souvenirs. Marguerite ne se plaignait jamais de la douleur, bien que je la voie souffrir le martyre. Elle était surtout inquiète de l'éloignement de Camille. Nous avons dû commettre une erreur quelque part, me disait-elle pendant ces longues nuits où la souffrance l'empêchait de dormir. Je ne savais pas quoi répondre. Nous avions donné à notre fille une excellente éducation, nous l'avions soutenue dans toutes ses entreprises, nous ne l'avions jamais bridée. Que avions-nous pu faire de mal? Dans les dernières semaines, Marguerite était devenue très faible. J'avais engagé une infirmière, mais je restais la plupart du temps auprès de ma femme. Elle était devenue fragile, transparente, comme si elle allait s'évaporer. Nous ne parlions presque plus. Elle économisait ses forces et moi, je ne savais plus quoi dire. Tout ce qui était important, nous nous l'étions dit pendant ces 49 années. Camille appelait une fois par semaine pour prendre des nouvelles de sa mère, mais j'entendais la formalité dans sa voix, comme si elle accomplissait un devoir pénible. Quand je mentionnais que Marguerite allait plus mal, notre fille répondait « Courage, papa », et raccourchait rapidement la conversation. Je comprenais qu'elle craignait que la mort de sa mère ne bouleverse certains de ses projets. La veille de la mort de Marguerite, le médecin m'a prévenu que la fin était proche. J'ai appelé Camille et lui et expliqué la situation. Elle m'a dit qu'elle essaierait de venir, mais que Théophile avait un rendez-vous important avec des clients et qu'elle ne pouvait pas le laisser seul. Je n'ai pas insisté. J'avais compris que les priorités de ma fille étaient établies depuis longtemps, et pas en notre faveur. Marguerite s'est éteinte à l'aube du samedi 15 avril. Je tenais sa main quand elle a rendu son dernier souffle. Personne d'autre n'était là. Ma femme,
qui avait passé sa vie entouré de gens, à faire la lecture aux enfants, à aider les voisins, était parti seul, avec moi pour unique compagnie. C'était injuste, mais il n'y avait rien à faire. Après que le médecin eut constaté le décès et que les pompes funèbres eurent emporté le corps de Marguerite, je me suis retrouvé seul dans une maison soudain trop grande et trop silencieuse. L'horloge de la cuisine semblait faire plus de bruit que d'habitude. Le réfrigérateur ronronnait comme un tracteur. Je me suis assis dans le fauteuil de Marguerite, celui où elle aimait lire le soir, et j'ai tenté de rassembler mes idées. Il y avait tant de choses à faire. Organiser les obsèques, prévenir la famille, régler les formalités administratives. Mais avant tout, je devais appeler Camille. J'ai composé son numéro à 10 heures du matin. La sonnerie m'a paru interminable, et j'étais sur le point de raccrocher quand ma fille a enfin décroché. Sa voix était ensommeillée. Apparemment, je l'avais réveillée ce samedi matin. Dans le fond, j'entendais la voix de Théophile qui marmonnait quelque chose à propos de café. « Camille » ai-je commencé, sentant ma gorge se serrer. Les mots les plus simples devenaient soudain difficiles à prononcer. « Ta maman est morte ce matin vers 7 heures. » Il y a eu un silence. J'entendais ma fille respirer dans le combiné, une porte d'armoire claquer quelque part. « Oh » a-t-elle finalement dit. Pas « oh mon Dieu », pas « comment est-ce arrivé », juste « oh », comme si je l'avais informé qu'il n'y avait plus de lait au magasin. « Camille » ai-je insisté, pensant que la communication avait été coupée. « Oui, je suis là, papa. » C'est juste, c'est soudain. Soudain, nous parlions de la mort de Marguerite depuis 9 mois. Les médecins nous avaient prévenus que le temps était compté. Comment cela pouvait-il être soudain? L'enterrement aura lieu lundi, ai-je dit, à l'église Saint-Pierre à 11 heures. Tu pourras venir. Encore un silence. Cette fois, j'ai entendu distinctement la voix de Théophile. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» et le chuchotement de ma fille. « Maman est morte. »« Papa » a dit Camille, et il y avait dans sa voix une intonation que je connaissais bien. C'était le ton qu'elle utilisait enfant quand elle demandait la permission de ne pas faire ses devoirs ou de manquer ses cours de piano. « Tu vois, c'est l'anniversaire de Théophile lundi. Nous avons tout organisé, invité des amis. Je me demandais si on pouvait reporter l'enterrement à mardi. J'ai fixé le mur d'en face où était accrochée une photo de notre famille, moi, Marguerite et la petite Camille sur une plage de la Côte d'Azur. Ma fille avait environ 10 ans à l'époque, souriante, nous serrant tous les deux dans ses bras. Cette petite fille n'aurait jamais choisi un anniversaire plutôt que l'enterrement de sa propre mère. « Tu veux reporter l'enterrement de ta mère à cause de l'anniversaire de ton mari ?» ai-je balbutié lentement, n'en croyant pas mes oreilles. « Enfin, pas à cause d'eux. » a dit précipitamment Camille. « Ce serait juste plus pratique. Nous avons le restaurant réservé, le gâteau commandé, et puis maman ne s'en rendra pas compte, n'est-ce pas ?» Ces derniers mots sonnaient comme un défi, comme si ma fille se défendait contre des accusations injustes. « C'est vrai, ai-je acquiescé. Ta mère ne s'en rendra vraiment pas compte. Mais moi, je le saurai. Et toi, tu le sauras. Et Théophile le saura. Papa, ne sois pas si dramatique. Ce n'est qu'un jour de différence. Juste un jour de différence. Entre une mère et un mari, entre le devoir et la commodité, entre la famille qui t'a donné la vie et l'homme qui t'offre le confort. D'accord, ai-je dit. L'enterrement reste lundi. Si tu ne peux pas venir, je comprends. Ne m'en veux pas, papa. Je viendrai sûrement sur la tombe plus tard. Déposer des fleurs. J'ai raccroché avant qu'elle ne finisse sa phrase. Mes mains tremblaient, j'avais une boule dans la gorge. Marguerite avait agonisé pendant 9 mois, et sa fille ne peut pas sacrifier un anniversaire pour l'enterrement de sa mère. Ne peut pas annuler un restaurant et un gâteau pour un dernier adieu à la femme qui l'a portée, qui lui a donné naissance, qui l'a élevée, qui l'a aimée sans condition. Le téléphone a sonné à nouveau. Camille, ai-je pensé, qui a décidé de s'excuser. Mais l'écran affichait le numéro de mon frère Augustin, qui habite Marseille. « Pierre, je suis désolé pour ta perte », a-t-il dit. Marguerite était une femme formidable. Marie et moi, nous viendrons à l'enterrement. Je lui ai parlé des obsèques, de ce qu'il fallait organiser. Augustin a proposé de m'aider avec les arrangements. J'ai accepté. C'est bon d'avoir des gens qui comprennent ce que sont la famille et le devoir. Le lundi était gris et pluvieux, un temps parfait pour un enterrement.
Je me suis réveillé à 5 heures du matin, incapable de rester au lit qui me semblait immense et vide sans Marguerite. J'ai enfilé le costume noir que j'avais acheté pour le mariage de mon neveu 5 ans plus tôt, et j'ai mis la cravate que Marguerite m'avait offerte le Noël dernier. Plus de gens se sont rassemblés à l'église Saint-Pierre que je ne l'avais prévu. Les voisins sont venus. D'anciennes collègues de Marguerite de la bibliothèque scolaire, les dames de son club de lecture, des couples avec qui nous étions amis. Beaucoup travaillaient avec elle dans l'association caritative qui aidait les familles en difficulté à acheter des livres scolaires. En regardant tous ces visages, je me suis rendu compte que Marguerite avait marqué la vie de tant de personnes. Tout avait pris le temps de lui dire au revoir lors de son dernier voyage. Mon frère Augustin est venu avec sa femme Marie et leurs 2 fils adultes. Nous n'étions pas très proches. Nous vivions dans des régions différentes et ne nous voyions qu'une fois par an. Mais il était là pour moi. Il m'a aidé avec les arrangements, s'est occupé des pompes funèbres, a établi une liste des personnes à appeler. Le père Blanchard a dirigé un beau service. Il connaissait Marguerite depuis longtemps, avait baptisé Camille, nous avait mariés dans cette même église 47 ans plus tôt. Il a parlé de la femme merveilleuse qu'elle était, de tout l'amour qu'elle donnait à son entourage. Il a raconté son travail à la bibliothèque, comment elle faisait la lecture aux enfants à l'hôpital, aidait les adultes à apprendre l'informatique. En l'écoutant, j'étais fier de ma femme et en même temps, je ressentais une douleur aiguë du fait que sa fille ne soit pas près du cercueil. Plusieurs fois pendant le service, j'ai regardé vers la porte d'entrée, espérant voir Camille. Peut-être avait-elle changé d'avis, annulé la fête d'anniversaire de Théophile, était-elle venue dire au revoir à sa mère. Mais la porte est restée fermée. Après le service, nous nous sommes rendus au cimetière. La pluie s'intensifiait. Nous devions tenir des parapluies pour ne pas être trempés. Le cercueil avec le corps de Marguerite descendait lentement en terre, à côté de la tombe de ses parents. J'ai jeté une poignée de terre et j'ai pensé au fait que dans quelques années, je serais allongé à ses côtés. Camille serait-elle alors debout près de ma tombe? Ou aurait-elle encore des choses plus importantes à faire? La veillée s'est déroulée chez nous. Les gens ont mangé, raconté des histoires sur Marguerite, partagé leurs souvenirs. Chaque récit révélait une nouvelle facette d'elle, et je me suis rendu compte que je ne connaissais pas tout de la femme avec qui j'avais vécu près d'un demi-siècle. « Où est Camille ?» a demandé une des dames du club de lecture. Je pensais qu'elle viendrait. Elle avait des affaires à régler, ai-je répondu laconiquement. La dame a compris qu'il valait mieux ne pas approfondir le sujet. Le soir, les invités étaient partis. Augustin et sa famille sont restés pour m'aider à ranger la vaisselle et à remettre la maison en ordre. Quand nous nous sommes retrouvés seuls dans le salon, mon frère a essayé plusieurs fois d'engager une conversation sur Camille, mais j'ai répondu par monosyllabe. « Tu sais, Pierre, » a dit Augustin quand nous nous sommes retrouvés seuls dans le salon, « parfois les enfants déçoivent. Cela ne signifie pas que nous sommes de mauvais parents. » Je les regardais. Ses fils étaient tous les deux venus à l'enterrement de leur tante, même s'ils habitaient loin et avaient dû prendre des congés. L'un d'eux avait même amené sa petite fille de 2 ans qu'elle connaissait à peine. Que pouvait-il comprendre de ma situation? Camille n'est pas venue à l'enterrement de sa mère, ai-je dit. Elle a choisi l'anniversaire de son mari. Augustin a froncé les sourcils. Vraiment? Je pensais qu'elle avait quelque chose de grave. Elle a quelque chose de grave. Elle a oublié ce qu'est la famille. Après leur départ, je me suis retrouvé seul dans la maison qui n'était désormais plus que la mienne. Marguerite était partie. Camille m'avait montré qu'elle était aussi partie, d'une certaine façon. J'ai fait le tour des pièces, allumant et éteignant les lumières, vérifiant les serrures. Tout était à sa place, mais la maison me semblait étrangère. 3 jours après l'enterrement, j'ai appelé Maître Fontaine, l'avocat qui s'occupait de Marguerite et moi depuis 25 ans. Il avait l'âge de Camille, mais paraissait plus vieux, chauve avec des lunettes à monture épaisse et une expression perpétuellement sérieuse. « Monsieur Moreau, mes condoléances » a-t-il dit quand je suis entré dans son bureau rue de la République. Madame Moreau était une femme remarquable. Je l'ai remerciée et je suis allé droit au but. Maître Fontaine, je dois modifier mon testament. Il a sorti un dossier, mis ses lunettes et m'a regardé attentivement. Bien sûr. Que voulez-vous changer exactement? Tout, ai-je dit. Camille ne sera plus mon héritière. Maître Fontaine a posé les papiers et a retiré ses lunettes. Monsieur Moreau,
Je comprends que vous traversez une période difficile. Peut-être devriez-vous attendre quelques mois avant de prendre des décisions aussi drastiques. Ma fille n'a pas assisté à l'enterrement de sa mère, ai-je dit calmement. Elle a préféré l'anniversaire de son mari. Je ne la considère plus comme ma famille. Il a réfléchi, pesant apparemment mes mots. Il connaissait notre famille depuis longtemps. Il se souvenait de Camille petite-fille qui venait parfois au bureau avec nous. Et à qui voulez-vous léguer votre héritage? A-t-il finalement demandé. J'ai sorti de ma poche un morceau de papier où j'avais noté les noms des organisations. La moitié de la maison et de l'argent à l'association de lecture pour enfants que supervisait Marguerite. Un quart au refuge pour animaux abandonnés. Le quart restant à la Fondation contre le cancer. Nous avons discuté des détails du Nouveau Testament. Maître Fontaine m'a expliqué comment rédiger les documents correctement pour qu'ils soient plus difficiles à contester. Une semaine plus tard, j'ai signé le Nouveau Testament devant 2 témoins. Le document avait été rédigé selon toutes les règles. Il serait très difficile de le contester. En sortant du bureau de l'avocat, je me suis senti étrangement soulagé. C'était comme si un poids lourd avait été retiré de mes épaules. Je ne me vengeais pas de Camille. Je tirais simplement la conclusion logique de ses actes. Une personne qui place l'anniversaire de son mari au-dessus de l'enterrement de sa mère ne comprend pas la valeur de la famille. Pourquoi une telle personne voudrait-elle un héritage familial? Les premiers mois sans Marguerite ont été les plus durs. Je me réveillais le matin et par habitude, je me tournais vers son côté du lit, mais personne n'était là. Je préparais 2 tasses de café au lieu d'une, j'achetais ses yaourts préférés au magasin. Mon cerveau ne s'était pas encore habitué au fait que la femme avec qui j'avais vécu près d'un demi-siècle était partie. Camille appelait chaque semaine. Je ne répondais pas à ses appels, mais j'écoutais ses messages vocaux. Au début, elle s'excusait, expliquait pourquoi elle n'avait pas pu venir à l'enterrement. Puis elle s'est fâchée, m'a accusé de l'éviter. Dans un de ses messages, elle a dit « Papa, c'est stupide. Maman est morte, mais nous sommes vivants. Nous devons nous soutenir mutuellement, pas bouder comme des enfants. » Nous soutenir mutuellement. Où était ce soutien quand Marguerite se mourait? Où était ce soutien quand j'enterrais ma femme tout seul? L'été, j'ai commencé à jardiner. Marguerite plantait toujours des fleurs, s'occupait des rosiers, cultivait des tomates et des courgettes. Je ne l'aidais jamais. Je pensais que le jardinage était une occupation de femme. Maintenant, je devais apprendre tout seul. Travailler dans le jardin s'est avéré thérapeutique. Quand je bêchais, arrosais les plantes ou des herbes, mes pensées se calmaient. En août, j'ai rejoint le club de lecture où appartenait Marguerite. Les dames m'ont accueilli, même si j'étais le seul homme du groupe. Nous nous réunissions toutes les 2 semaines, discutions des livres que nous avions lus, buvions du thé et mangions des gâteaux. En écoutant ces récits, je découvrais de nouvelles facettes de la femme avec qui j'avais vécu la moitié de ma vie. À l'automne, Camille est arrivée à l'improviste. Je travaillais dans le jardin, ramassant les feuilles mortes, quand j'ai entendu le bruit d'une voiture dans l'allée. Je me suis retourné et j'ai vu une berline bleue familière. Ma fille est sortie de la voiture, m'a fait signe et s'est dirigée vers la maison. Elle avait l'air bien, mince, soignée, portant un manteau coûteux et des bottes en cuir. « Bonjour, papa », a-t-elle dit, s'arrêtant à quelques mètres de moi. Je pouvais sentir l'incertitude dans sa voix. « Camille », ai-je répondu, m'appuyant sur le râteau. « Qu'est-ce qui t'amène dans nos parages? » « Je voulais te parler. Tu ne réponds pas au téléphone. »« Je ne vois pas de quoi nous avons à parler. » Elle a grimacé comme si elle ressentait une douleur physique. « Papa, je suis désolé de ne pas être venu à l'enterrement de maman. Vraiment désolé. Mais tu ne peux pas couper la communication à cause de ça. »« Si, on peut, » ai-je dit calmement. « Il s'avère qu'on peut. » Nous nous tenions dans le jardin que Marguerite aimait tant, et nous nous regardions comme des étrangers. Ma fille, à qui j'avais appris à faire du vélo, à qui je lisais des histoires le soir, que j'avais accompagnée en première classe, se tenait devant moi et s'excusait de ne pas avoir assisté à l'enterrement de sa propre mère. Et j'ai réalisé que je ne pouvais pas lui pardonner. Après une longue conversation tendue, Camille est repartie sans que nous ayons trouvé de réconciliation. Mais quelque chose avait changé. Au cours des mois suivants, j'ai appris qu'elle avait divorcé de Théophile. Le processus avait été douloureux. Il avait pris la moitié de leur bien commun.
Pour une femme qui avait vécu dans le luxe pendant 4 ans, c'était un choc. Puis, lentement, Camille a commencé à changer. Elle a pris un emploi moins payé mais plus humain. Elle a commencé à faire du bénévolat dans l'association de lecture pour enfants, la même à laquelle j'avais légué une partie de mon héritage. Elle rencontrait un nouvel homme, Damien, instituteur de son état, qui lui ressemblait quand j'étais jeune. Au printemps suivant, quand les tulipes que Marguerite avait plantées ont refait surface dans le jardin, j'ai pris une décision. J'ai appelé Maître Fontaine et j'ai modifié mon testament une dernière fois. Pas pour tout rendre à Camille mais pour partager l'héritage. La moitié pour elle, la moitié pour les associations caritatives. Camille était redevenue ma fille, mais elle avait appris une leçon qu'elle n'oublierait jamais. L'argent doit servir les gens, et non l'inverse. Aujourd'hui, 1 an plus tard, ma fille vient chaque week-end m'aider à entretenir le jardin de sa mère. Nous travaillons en silence, chacun pensant à ses propres choses, mais ce silence n'est plus pesant. Il guérit. Damien s'est avéré être exactement comme je l'avais imaginé. Un homme calme et réfléchi qui regarde le monde avec les yeux d'un enseignant. Ils se sont mariés à l'automne, un mariage modeste dans la même église où Marguerite et moi nous étions mariés. Cette fois, c'était différent. Des fleurs simples de notre jardin, une robe à 100 € au lieu de 3000. Mais Camille rayonnait de bonheur d'une façon qu'elle n'avait pas eue à son premier mariage. Ils vivent maintenant dans une petite maison près de l'école où travaille Damien. Camille dirige un programme de lecture pour enfants dans la même bibliothèque où sa mère travaillait autrefois. Ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais ils en ont assez. Je peux voir ma fille s'épanouir dans cette vie simple. Il y a 2 mois, Camille a annoncé qu'elle attendait un bébé. Mon premier petit enfant naîtra à l'automne. Ils veulent l'appeler Margot en l'honneur de la grand-mère qu'elle ne verra jamais, mais dont elle héritera, espérons-le, l'amour des livres et des enfants. En réfléchissant à cette expérience, j'ai réalisé quelque chose d'importante. Premièrement, la famille ne concerne pas le sang, mais le choix. Chaque jour, nous choisissons d'être une famille ou simplement des gens liés par la parenté. Deuxièmement, l'argent révèle vraiment le caractère d'une personne, ne le gâte pas ou ne l'améliore pas, mais révèle ce qui est caché à l'intérieur. Troisièmement, il n'est jamais trop tard pour changer s'il y a un désir sincère de changement. Enfin, et c'est le plus important, le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force. Il y a 1 an, je pensais être quelqu'un de principe en déshéritant ma fille. Mais en réalité, je me cachais simplement derrière l'orgueil. La vraie intégrité, c'est donner aux gens une seconde chance quand ils la méritent. Maintenant, assis dans le jardin où fleurissent les roses de Marguerite, je ressens la paix. Pas celle qui vient d'une juste rétribution, mais celle qui vient d'une famille guérie. Parfois, le soir, quand le soleil se couche derrière les maisons de nos voisins, je pense à Marguerite assise à côté de moi sur la terrasse, non pas comme un fantôme, mais comme un souvenir d'amour survivant à la mort, de famille survivant à la trahison, et d'espoir survivant au désespoir. Ma femme avait raison. Les gens sont capables de changer, et les familles aussi sont capables de résurrection s'il y a la patience d'attendre et la sagesse de pardonner.